pas exactement une tâche facile de faire une conclusion après 2 jours vraiment denses et riches en analyses, en faits délivrés, en matériaux empiriques, en réflexions théoriques. Mais bon, il faut tenter quelque chose. D'abord, je voudrais remercier chaleureusement au nom d'Antoine Compagnon, celui de Céline Surprenant, tous les participants pour la qualité de leur présentation et l'ensemble du public aussi pour la qualité des discussions qui ont été provoquées par ces excellentes présentations. Il faudra en tirer un objet éditorial sous une forme ou une autre, un livre ou un numéro spécial de revue. Nous verrons bien. Nous avons certainement, en tout cas je peux parler en mon nom propre, un regret. Nous avions construit un projet copieux au départ qui voulait faire une place importante aussi au regard étranger sur le cas de Durkheim. Je veux dire, pas seulement celui de collègues étrangers familiers de l'œuvre de Durkheim. Heureusement, nous en avions 2 parmi nous italiens, que je remercie beaucoup, mais aussi le regard sur ce que Durkheim a été à l'étranger. Et nous avions songé à une sociologue, une collègue autrichienne, mais qui n'a pas pu venir, et aussi à 2 collègues américains, mais pour plusieurs raisons, aucun d'entre eux que nous avions sollicité n'a pu se rendre disponible. Je veux parler de Andrew Abbott et de Stephen Lux, l'auteur d'un fameux livre sur Durkheim. Le colloque, nous l'avions conçu pour avoir plusieurs objets et terrains possibles. Et d'abord, cette question qui a motivé le colloque d'une certaine manière, c'est-à-dire la non-élection de Durkheim au Collège de France. Et les analyses ont conduit à restituer les conflits académiques, scientifiques et politiques dont la sociologie, à son état naissant, a été l'objet. Alors, est-ce que je dois dire la sociologie ? Non, à vrai dire, l'un des enjeux des conflits et controverses dont le collège, notamment, a été le lieu, c'était de décider s'il fallait admettre la sociologie ainsi nommée depuis Auguste Comte en l'englobant dans une conception plus large d'une philosophie ou d'une science de la société, ou si c'est bien la fondation d'une discipline scientifique autonome qui était en jeu. Et ce fut, on l'a compris, dans ces 2 jours, l'enjeu de la rivalité entre Tarde et Durkheim, et entre des camps qui se sont rangés derrière ces 2 personnalités et leurs représentants ultérieurs. Mais nous avons compris par les exposés et les discussions que la partie se jouait aussi entre de nombreuses disciplines. Ce qui était remarquable, j'ai trouvé, ce n'est pas parce que j'ai une formation de philosophe que j'ai été sensible à cette musique-là, mais il se trouve que la philosophie était absolument omniprésente, à la fois parce que Durkheim et un nombre très élevé de Durkheimiens ont été formés en philosophie, et que par le jeu de renouvellement des chaires au collège, celle de philosophie apparaissait plus directement susceptible de nos fameuses mutations de chair ou de transformations de chair, mais aussi le point déborde le cas des philosophes professionnels ou des philosophes devenus sociologues pour aller vers les littéraires et les historiens qui ont pu avoir une formation philosophique et qui donc ont une implication qui n'est pas simplement de rapport à une discipline qui n'est plus la leur, mais de connaissance plus ou moins intime des enjeux, des débats et des sollicitations ou des controverses. Et nous avons aussi vu que la partie se jouait différemment entre philosophes et candidats sociologues au collège et à la Sorbonne. Et comme toujours, l'histoire des innovations scientifiques s'écrit comme la conjonction et l'interaction entre de nombreux facteurs déterminants, entre des facteurs aléatoires aussi. Et au collège, il y a une part d'aléa, il y a ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité, étant donné la rareté du nombre de postes et la singularisation extrême des emplois, et donc une interaction avec ces fameuses opportunités.
Mais la partie de l'installation et du développement de la sociologie comme projet scientifique s'est jouée aussi avec ces disciplines intéressées à l'étude des faits sociaux, je veux dire en histoire, en droit, en psychologie, en sciences et en histoire des religions, en géographie, en démographie, en économie. Et à ce titre-là, nous avons, on a parlé de point de vue géométral à l'instant, Jean-Louis, et nous avons cette espèce de monde leibnizien d'entre-expression des disciplines, mais nous pouvons commencer à en faire une sociologie un peu plus précise parce qu'il y a des liens profonds entre ces disciplines, notamment à travers la formation des individus, mais aussi à travers les zones d'intersection ou de recouvrement après tous les faits sociaux. Il y en a de beaucoup de variétés et tout peut être social d'une certaine manière, mais tout ne peut pas être admis comme social sous la suggestion du sociologue. Nous l'avons bien compris pendant ces 2 jours. J'ai cité un certain nombre de disciplines que l'année sociologique avait tout à fait identifiées, mais comme des domaines d'intérêt pour son champ d'activité. Et c'est un problème qui surgissait invariablement. Ces disciplines seraient-elles simplement des alliés permettant à la sociologie durkheimienne de prendre son essor et d'entretenir avec elle des relations de bon voisinage? Ou bien s'agissait-il de champs d'études, précisément, que la sociologie durkheimienne aurait pour vocation d'élever à la conscience de la nature intrinsèquement sociale et collective de tous leurs objets, et, au moins scientifiquement, de placer sous son contrôle épistémologique et méthodologique à elle. Voilà bien quelque chose qui a circulé beaucoup dans les têtes, dans les projets, dans les décisions, dans les votes, dont nous avons beaucoup parlé. Nous avons en tout cas appris que les 2 raisonnements ont été présents et ont nourri les conflits et ensuite leur dénouement, mais une fois que le fondateur de cette sociologie-là avait disparu. Ceux des intervenants à ce colloque qui étaient sociologues, ils étaient majoritaires, mais ils n'étaient pas tous sociologues, n'ont pas manqué d'exercer leur métier de sociologue pour analyser les conflits, les alliances ou même les votes, ce qui pourra inquiéter peut-être ceux d'entre nous qui sommes dans la maison et qui se disent que leurs votes anonymes ne sont plus tout à fait anonymes désormais au regard de l'histoire future, dans ces élections déterminantes qui jalonnent les 4 décennies qui vont de l'échec de Durkheim à l'élection de Halbwachs et qui ont été le cœur d'au moins 3 demi-journées. Et quelle réalité apparaissait alors? D'abord, l'école normale supérieure est un autre de ces acteurs qui était très présent et qui fournit les gros contingents du collège en sciences humaines et sociales, pour ne parler que d'elle, mais aussi, bien sûr, à la Sorbonne. D'où l'insistance qui pouvait être mise et qui doit être mise à déchiffrer la force des liens qui se créent entre condisciples, souvent très tôt et à travers de multiples transformations, de mentorat, de relations de professeur à élève et même de bibliothécaire à visiteurs de la bibliothèque. Donc les liens, la force de ces liens qui se créent entre condisciples, à bien des égards, nous avons eu affaire à des vagues générationnelles et c'est une des matrices de ces fameux réseaux. Mais ces liens n'annulent pas les compétitions et les loyautés changeantes. Nous avons eu beaucoup d'exemples de mutations ou de changements d'attitude. Les rapports peuvent en surligner en quelque sorte le contenu substantiel parce que des élections sont toujours des opérations stratégiques où il n'est pas question d'avoir, au bout du compte, si 0 ou 1, mais au départ, le tâtonnement est beaucoup plus subtil et la pesée des valeurs est beaucoup plus multidimensionnelle. En tout cas, des compétitions et des loyautés changeantes, tant ces normaliens étaient nombreux sur ce marché étroit des ambitions les plus hautes. Nous avons aussi, et à maintes reprises, vu que les engagements, les soutiens et les réseaux politiques jouaient un rôle absolument considérable
en tout cas dans la période cruciale pendant laquelle Durkheim a tenté et échoué, et pendant laquelle les plus proches de Durkheim ont été mis de côté pendant assez longtemps. La question a surgi de la nature politique exacte de la science sociologique. On l'a encore évoqué tout à l'heure, mais il n'est pas question d'assimiler purement et simplement la figure d'un acteur politique par excellence qu'est l'État à la question de la politique. La sociologie voulait être axiologiquement neutre, demandait Weber, ou bien était-elle fondamentalement, ou doit-elle être fondamentalement orientée vers un idéal républicain ou franchement socialiste, comme le concevait Durkheim, mais néanmoins sans la mettre, et on l'a vu, au service d'une intervention militante systématique et tous azimuts. Durkheim, on l'a compris, choisissait bien ses cibles et avait une doctrine, mais aussi des moyens de la rendre plus ou moins opportune en fonction de ses choix. Seuls des causes et des moments cruciaux, au premier rang desquels l'affaire Dreyfus, ont pu motiver chez Durkheim cet engagement résolu et ouvertement motivé à partir d'une explicitation normative délibérée des valeurs de la sociologie. La question de l'éducation en est un autre cas, mais qui est beaucoup plus à longue portée qu'événementiel. Nous savons aussi que toute l'importance que revêtait pour Durkheim précisément cette question pédagogique et les réformes sociales et la promotion des corps intermédiaires jugés indispensables à l'organisation équilibrée de sociétés que lui-même décrivait comme de plus en plus complexes et de plus en plus individualistes. Il y a là un motif très insistant d'une conception presque transcendentaliste de la politique sociologique. La société doit parvenir, c'est un motif qu'on retrouve encore dans l'héritage durkheimien de Bourdieu, la société doit parvenir à la pleine conscience d'elle-même pour pouvoir résister aux forces centrifuges que libère le développement sans frein des intérêts ou de l'individualisme comme unité élémentaire de l'expression des intérêts. Ce motif, il était déjà présent chez Rousseau, dont nous savons que Durkheim était un lecteur extrêmement attentif et auquel il a consacré des cours, mais aussi chez Kant. Nous avons à nouveau tout à l'heure parlé de Kant, c'est un des fils rouges un peu souterrains, et ce motif ressurgit évidemment puissamment chez Durkheim. La figure du savant sociologue, c'est celle du théoricien, de l'emprise inaugurale de la société sur la personnalité individuelle, inaugurale en termes biographiques et même en termes historiques, sur la personnalité individuelle, sur ses préférences, sur ses comportements, ses représentations, ses schèmes de pensée, ses aspirations. Et une politique se déduit à la manière de ce que Kant aurait appelé la religion dans les limites de la simple raison. Nous pourrions parler d'une politique dans les limites de la simple raison sociologique, simple étant un mot fort et pas un mot faible, qui clarifie plutôt qu'il ne minore. Mais il est aussi question, à travers cette politique, ce transcendantal politique, il est question puissamment de l'éducation, puisque l'éducation, c'est celle qui va façonner l'individu à partir de presque rien ou de différentiels qui ne pèsent pas lourd. Durkheim n'a jamais été un adepte de la théorie d'Helvétius de l'individu cire vierge au départ. Il a une pesée beaucoup plus subtile des facteurs qui sont en interaction pour maintenir l'individu dans sa singularité et en même temps l'exposer à l'emprise du monde social. Et son argument, c'est que la socialisation, évidemment, est un facteur d'amplification d'écart, mais qui existe au départ. Et donc, puisque ce facteur d'amplification est si essentiel, évidemment, le motif de l'éducation est au cœur d'une politique sociologique entendue comme un transcendantal et pas comme une série d'instruments techniques. Nous avons aussi compris que les réputations ont une importance considérable, c'est bien le moins, pour permettre à un petit nombre de scientifiques
d'émerger dans une compétition avant que d'autres facteurs s'immiscent pour orienter les choix dans les dernières séquences de ces tournois éliminatoires que sont des élections aux positions les plus enviables ou jugées les plus désirables. C'est l'histoire de ces candidatures multiples, de ces candidatures en première ligne, en deuxième ligne, de ces répétitions de candidatures. Elles se déroulent dans un univers, évidemment, qui a été soumis au filtrage réputationnel. Mais ces réputations peuvent être constituées de plusieurs manières, s'agissant en tout cas d'une science naissante. Le contraste qui a été présenté entre Tard et Durkheim est tout à fait saisissant, puisque l'un l'a acquise à travers des institutions plus internationales et une opinion publique séduite par une philosophie sociale, alors que l'autre l'a acquise dans un univers plus précis qui se constituait dans le monde de l'enseignement supérieur et de la science sociale naissante au sens plus technique et méthodologiquement assuré du terme. Et on voit à travers tout cela aussi que le destin contrasté de deux formes de réputation peut se lire dans les mécanismes de dissipation de cette réputation ou de stabilisation et d'institution de cette réputation. C'est la force de l'entreprise collective de Durkheim avec la création notamment de l'année sociologique, mais de bien d'autres dispositifs institutionnels, mais aussi avec cette ambition d'agir sur la pédagogie et sur l'institution scolaire, depuis l'école élémentaire jusqu'à l'université, pour développer le pouvoir de la science sociale comme instrument de la conscience scientifique de soi, de la société et de son instance par excellence de socialisation, c'est cette entreprise collective qui évidemment joue un rôle considérable pour créer une transformation d'une réputation et d'une œuvre en une institution, avec tout ce que ça peut avoir de découplage entre la valeur singulière et originale de l'invention initiale et les effets de normalisation de ce qui est transporté à travers la création institutionnelle, et qui sert aussi à établir un certain nombre de prises institutionnelles et aussi de contrôle institutionnel. Et là aussi, j'avais trouvé ce contraste saisissant entre la position solitaire d'un Tard, vedette sans royaume et sans postérité, au moins immédiate. Nous avons vu que les postérités peuvent être à éclipse, et la position de Durkheim, qui est un roi sans chair, mais qui est le fondateur d'une lignée et d'une école. La réputation n'est pas tout, et la personnalité compte. Durkheim a fait son œuvre sans atteindre le collège. Isoulé a atteint le collège sans faire l'œuvre et a même subi le poids des habits trop grands pour lui, comme le montrent ces stériles et pathétiques imprécations contre Durkheim jusqu'au terme de sa beaucoup trop longue carrière au collège. Durkheim avait la trempe d'un bâtisseur et d'un combattant que seul le drame intime de la mort de son fils à la guerre a abattu. Là où personnalité et réputation se rejoignent, c'est dans le combat scientifique entre égaux, comme l'a montré, encore une fois, cette âpreté des échanges entre Durkheim et Tard, qui pouvaient se concevoir comme des rivaux, à titre technique précis du terme, et légitimement. Il y a toujours un décalage douloureux entre cette qualité des rivaux qui s'opposent pour innover et la médiocrité des arrangements et des intrigues de ceux qui ne savent pas comment prendre le risque de l'innovation dans leur choix. À cet égard a surgi un résultat qui pour moi était un peu inattendu. Nous pouvions nous demander comment un établissement prestigieux comme le collège, et qui plus est un établissement dont la vocation est de favoriser l'innovation par sa position non strictement académique, pouvait voir se développer l'influence de Durkheim de son vivant et dans sa postérité scientifique sans réaliser lucidement son erreur, lui collège, de ne l'avoir pas choisi. Les archives manquent pour donner à cette question du regret, qui est l'émotion contrefactuelle par excellence,
une attestation empirique complète, mais nous savons que l'engagement en faveur de Durkheim a mobilisé des figures glorieuses à sa seconde tentative. Ça a été dit et bien démontré à travers toutes les prises que nous avons eues sur ces questions. Et nous savons que furent élus progressivement, mais non pas du vivant de Durkheim, des proches de celui-ci, Simian, Mauss et plus tard, mais beaucoup plus tragiquement, Halbwachs. Mais nous avons vu aussi que des filiations plus indirectes sont apparues pour tisser le lien entre Durkheim et la période plus contemporaine, le lien qui passait à travers Durkheim, par Mauss, par Granet, par Lévi-Strauss, si délicate soit l'alchimie des héritages qui sont assumés, reconnus ou non reconnus. Surtout, je crois, nous avons compris les limites du qualificatif de durkheimien ou de bergsonien, si vous voulez, appliqué à ceux qui, en tout cas pour les durkheimiens tels Mauss, tout particulièrement, avaient développé une œuvre suffisamment originale et forte pour n'être pas les simples bénéficiaires d'une compensation et d'un regret. En d'autres termes, il faut n'être pas un disciple pour pouvoir assumer et dépasser un héritage et pour savoir le mettre au service de l'innovation. C'est ce que ne comprennent jamais les héritiers imitateurs qui s'effraient de la moindre déviation par rapport à la ligne originelle du fondateur. C'est dire aussi, comme une amorce de scientométrie de l'invention d'une sociologie de religion nous l'a montré, que l'invention est affaire de recombinaison, d'emprunts avérés, parfois dissimulés, mais toujours transformés et recomposés, et que ce jeu est risqué. L'originalité d'une thèse disruptive, comme celle qui est énoncée dans l'article beaucoup discuté et présenté sur les classifications primitives de Durkheim et Mauss, peut apparaître radicale et novatrice, puis passer à la paille de fer de la critique et de la compétition scientifique, et agir ensuite comme une erreur ou une imperfection féconde, dont l'audace même a déplacé les lignes de l'investigation. Au fond, c'est le cours assez habituel d'une invention radicale, ou qui se veut telle, et c'est aussi sa grandeur. L'originalité de Durkheim est celle d'une construction scientifique nouvelle et d'une origine fondatrice, et pour paraphraser Kant, son génie propre ne s'explique pas par un faisceau de causes déterminantes entièrement énumérables, mais il se donne en exemple, et son œuvre peut être prise pour modèle. Mais gare à ceux qui pensent qu'un modèle, c'est un levier d'imitation. Mais Mauss a fait, puisqu'il est question de lui, a fait autre chose que de prolonger et d'étendre le corps des arguments durkheimiens. C'est intéressant d'ailleurs de constater que, non, je n'ai pas fait le compte en direct, quelqu'un le fera peut-être en faisant une analyse de la totalité de tout ce qui a été dit ici, que Mauss a été certainement celui qui a été le plus cité après Durkheim, ne serait-ce que parce que, mais pas seulement, parce qu'il a occupé la première chaire de sociologie au Collège de France. Et ce que je viens de dire de Mauss va de même pour tous ceux qui ont été au centre des exposés dans l'examen de la postérité de Durkheim, notamment après-guerre, je veux dire Lévi-Strauss, Aron, Bourdieu, Boudon, comme on l'a vu cet après-midi. Alors évidemment, pour réunir le motif de l'héritage et de celui de l'originalité, on pourrait être tenté de procéder à une sorte de division en fractions durkheimiennes. Après tout, les héritiers souvent se divisent et se disputent. Mais au degré le plus élevé de la production scientifique et inventive singulière, et là où il n'est pas simplement question de gérer les intérêts institutionnels d'une école de pensée et les bénéfices de carrière des affiliations à une école, le motif du fractionnement est peut-être trop peu éclairant. La force des recombinaisons imprévisibles et libres d'affiliations prévisibles, c'est ça le carburant de la compétition par l'innovation. Et c'est même ainsi qu'on peut comprendre, d'une certaine manière, le dernier cours de Bourdieu au Collège de France, pourvu, faut-il ajouter avec lui, que la compétition soit bien régulée, autrement dit gouvernée par la juridiction la plus avancée possible des savants sur leur domaine d'activité, la science.
Mais à travers l'étude des élections, nous avons vu que s'autogouverner n'est pas une situation de tout repos. Antoine Compagnon, dans son introduction, avait proposé plusieurs pistes de réflexion pour notre colloque, et notamment la question qui était celle d'un scénario contrefactuel. Qu'est-ce qui se serait passé si, comme dirait l'histoire uchronique, si Durkheim avait été élu? Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire de cet argument contrefactuel au terme de ces 2 jours? Sur l'œuvre de Durkheim lui-même, il est assez difficile, bien sûr, de savoir si son inventivité et sa productivité auraient été augmentées dans un environnement comme celui du collège, qui est bien différent de celui de la Sorbonne voisine, soit du fait de la distribution respective bien différente des tâches d'enseignement et de recherche dans les 2 établissements, soit du fait des facilités offertes à l'entreprise qu'était l'année sociologique, une fois accueillie au sein du collège, soit du fait d'un gain d'assurance dans l'affirmation de la scientificité de la sociologie par bénéfice de contagion dans l'institution collège, qui procure une sorte de marque collective de scientificité, soit encore du fait de l'influence accrue de la sociologie dans et hors du monde académique. Et le collège est effectivement un levier de réputation. Bien sûr, on peut supposer que tous ces facteurs auraient pu jouer, surtout étant donné les termes de la lettre de candidature qu'avait rédigée Durkheim en 1897 et qui faisait clairement apparaître le motif de gain ou de perte d'estime lié à un succès ou à un échec au collège, sans doute plus sincère que tactique. Quant à la vitesse de développement des sciences sociales à court et moyen terme au collège ou à partir du collège, est-ce qu'on peut se poser la même question? L'élection de Durkheim aurait eu sans doute une influence plus aisée à soupeser contrefactuellement, puisque des candidatures qui n'aboutirent qu'après plusieurs tentatives, parfois considérablement espacées, auraient été directement soutenues de l'intérieur du collège par Durkheim, selon toute vraisemblance. Et la position éminente du collège dans la hiérarchie des établissements d'enseignement supérieur et de recherche aurait certainement conforté le développement et la diffusion de la sociologie d'esprit durkheimienne dans l'université française. À long terme, la donne est peut-être sensiblement différente, puisque nous pouvons considérer que ceux qui furent élus en ayant été directement liés à Durkheim, tels, pour le citer à nouveau, Mauss, ou qui ont été proches de lui, tels Simian, ont eu le loisir de transmettre, mais aussi de transformer cet héritage durkheimien en le marquant de leur personnalité pour leur œuvre et pour leur présence au Collège de France. Et donc, nous avons pu soumettre ainsi à l'analyse non contrefactuelle du durkheimisme, dont j'ai déjà parlé, dans l'œuvre des sociologues et anthropologues qui ont enseigné au collège, tels Aron, Lévi-Strauss et Bourdieu, la portée de la transmission et de l'héritage. Et nous avons pu examiner cette relation complexe entretenue avec l'œuvre de Durkheim par celui qui ne rejoignit pas le collège, Raymond Boudon. Conformément au projet de l'année sociologique, notre colloque, tel que nous l'avions imaginé, a donc pu aussi déployer, je l'ai déjà indiqué, le questionnement largement au-delà de la sociologie. Sont entrés en scène l'économie, la psychologie, l'anthropologie, l'histoire, la science politique ou encore, de manière plus fugitive, la linguistique. Il y a ici 3 histoires des relations disciplinaires qui se rejoignent. La première, c'est celle de l'évolution même des disciplines et des relations de fécondation réciproque ou au contraire de compétition sur des objets communs ou de compétition pour obtenir la juridiction scientifique ou professionnelle sur telle ou telle dimension de la société, l'éducation, le travail, la religion, la normativité politique ou le réformisme. La deuxième histoire, c'est celle de l'institution collège, dont le recrutement et le fonctionnement créent beaucoup plus directement et au quotidien les interactions entre collègues de toutes disciplines et produisent une culture, je le crois et je le vis comme cela en tout cas,
et je pense l'avoir aperçu dans les exposés, une culture de comportement métadisciplinaire. Nous avons deux mains, une tremblante qui est métadisciplinaire et une autre peut-être un peu moins tremblante qui est disciplinaire. Et tout cela au-delà, mais en compte bien tenu des arrangements, des affinités et des coalitions. La troisième histoire est l'espoir, celle de l'espoir intenable, je crois, d'une unité paradigmatique des sciences sociales qui pouvait prendre la forme de l'espoir de bâtir un corps de concepts et de méthodes immédiatement partageables ou la forme d'une recherche d'influence dominante sur la totalité des disciplines les plus voisines. Nous avons appris beaucoup sur les différentes sciences et sur l'équilibre complexe entre la sensibilité de chacune aux avancées des autres, et ici en prenant pour foyer de mise en relation évidemment la sociologie, mais nous avons appris beaucoup aussi sur l'infidélité nécessaire à l'héritage et sur l'impasse que constitue la volonté d'hégémonie à vocation pérenne, tant la dynamique des sciences est celle de la compétition dans l'innovation, alors que l'institution d'une science en école de pensée veut promouvoir l'arrêt de l'histoire et veut limiter l'innovation à des améliorations incrémentales, toutes sources de consolidation et toutes ces sources étant simplement des sources de consolidation du paradigme en quête d'hégémonie, je veux dire les sources d'amélioration incrémentale. Une leçon est aussi apparue au fil de ces 2 journées, c'est la nature extraordinairement agonistique des enjeux dont la sociologie est l'objet. Je ne sais pas si la sociologie est un sport de combat, et en tout cas, c'est un combat et qui a donné lieu à de sacrés sports. Enjeux scientifiques et enjeux politiques. Est-ce que ces enjeux sont séparables ? Le propre de la compétition pour une seule place, par exemple celle d'avoir une position au Collège de France pour un sociologue fondateur d'un enseignement pour une discipline nouvelle. Donc, cette compétition pour une seule place, qui est aussi le propre de la position pour l'obtention d'une position potentiellement comprise et exercée comme un magistère scientifique sur le développement de la discipline, tout cela exacerbe la fusion des enjeux scientifiques et politiques. Mais la politique est aussi celle, dans le cas de Durkheim, de ses positions socialistes, républicaines et dreyfusardes. Cette politique a fait puissamment surface dans l'intervalle entre les 2 candidatures de Durkheim, celle de 1897 et celle de 1904, qui couvrent les années de plus intense déchirement autour de l'affaire Dreyfus, dans laquelle Durkheim s'était profondément engagé. Voilà, je pense qu'au terme du parcours, je veux peut-être retenir 2 apports. Je ne sais pas ce que Antoine Compagnon tirerait comme leçon pour sa propre science à lui, qui est à la fois une science de la littérature, de l'histoire, et aussi de l'histoire du Collège de France, dont il est un extraordinaire connaisseur. Je pense qu'il aurait fait son miel de considérables, de beaucoup de développements qui ont été présentés ici, et qu'il y aurait apporté de nombreuses interjections, précisions, corrections ou critiques. C'est à lui qu'il appartiendra de tirer ce bilan. Pour ce qui est de mon cas, en tant que sociologue, je veux dire qu'il y a d'abord une sociologie de la relation entre sociologie et politique qui m'est apparue dans cette longue analyse du cas Durkheim. Je veux dire présence de la politique dans la science, présence de l'appareil d'État dans la science ou dans la recherche, dans la nomination des professeurs, dans les réseaux d'influence. On en a parlé beaucoup. Et l'autre élément, puisque je suis sociologue, c'est une sociologie de la sociologie. Après tout, elle nous appartient aussi. Même si nous avons toujours l'ambition de faire une sociologie générale des sciences, comme forme suprême de science de la science, tenons-nous-en à un objectif plus modeste. La sociologie de la sociologie, eh bien, elle a disposé un certain nombre de pierres ou de facteurs, la formation initiale, les œuvres, les carrières, leurs séquences, leurs étapes cruciales,
leur caractère parfois très non linéaire, le poids des institutions ou le rôle des institutions. Voilà des facteurs essentiels d'un agenda de recherche en sociologie de la sociologie, le dernier étant les personnes et les inventeurs. Mais la question qui aurait pu être posée au début, c'était est-ce que Tard avait une sociologie de l'invention scientifique robuste? Nous savons en tout cas que Durkheim nous a donné un certain nombre d'outils essentiels pour faire une sociologie de la sociologie conçue comme un métier, une profession et une somme d'institutions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis mon plaisir d'avoir été avec vous, mais aussi mon regret avec Céline qui doit le partager, de n'avoir pas pu bénéficier de la présence d'Antoine, mais nous lui dédions ce salut amical qu'il recevra un peu plus tard via la retransmission par Internet. Merci à vous.